La Grâce matinale, spéciale élection municipale, l'interview politique. Chers auditeurs, chères auditrices, aujourd'hui pour l'interview politique de la semaine, nous recevons Ariel Weil. Bonjour Ariel Weil. Bonjour. Alors vous êtes économiste de profession, si je ne me trompe pas, mais surtout, et c'est cela qui va nous intéresser aujourd'hui, maire Parti Socialiste de Paris-Centre, c'est-à-dire les 4 premiers arrondissements de Paris. Et vous étiez auparavant maire du 4e arrondissement depuis 2017. Vous êtes candidat pour un nouveau mandat avec un projet sur lequel nous reviendrons un peu plus tard, les Halles 2030. Mais avant cela, première question, comment vous définiriez Paris-Centre ? Paris-Centre, alors techniquement c'est très simple, c'est la réunion des 4 premiers arrondissements de Paris, c'est la première modification de la carte du territoire municipal depuis 1859, donc 160 ans pendant lesquels il y a eu 20 arrondissements. Alors il y a toujours 20 arrondissements, on a toujours 4 arrondissements, mais il y a désormais plus que 17 maires depuis 2020, et je suis donc le premier maire de la réunion de ces 4 arrondissements, qui a été faite d'ailleurs pour des raisons principalement démographiques, mais qui en réalité a un sens qui est assez intéressant si on s'intéresse aux questions de gouvernance, qui est la coïncidence entre le territoire administratif, celui de la propreté, de la voirie, de la police municipale par exemple, et le territoire politique. C'est le seul d'ailleurs, je crois, territoire où on a des services administratifs territorialisés, comme on l'a dit, à l'échelle infra-municipale, qui coïncident avec la mairie. Et donc, d'un point de vue de gestion de nos équipes, du service public, c'est plutôt pas mal. Par contre, effectivement, pour certains habitants, ils ont vu la mairie du coin de la rue se reculer un tout petit peu. Et c'est au cœur du programme de cette campagne, pour moi, de réintroduire du service public de proximité. Il y a du service public dans les anciennes mairies, par exemple, mais c'est du service public tout parisien. Le quartier jeune, tous les services pour les jeunes, par exemple, dans l'ancienne mairie du 1er arrondissement. Et mon objectif, c'est de faire ce qu'on a fait sur la moitié des mairies à peu près, d'aller remettre des permanences d'élus, des permanences d'état civil ou d'affaires sociales, pour que les gens puissent être reçus au plus près de chez eux. Et tout ça, pendant la campagne, vous l'entendez aussi, il y a des gens qui réclament un peu plus de services publics, en tout cas une présence visible. Les gens, parfois, vous savez, quand vous avez la mairie au coin de votre rue et puis qu'elle déménage, évidemment, on a le sentiment que c'est moins de services publics. Ça l'est pas, en réalité, puisqu'on a pu utiliser les bâtiments pour faire plus de services publics. C'était mon intuition et mon obsession lorsqu'on préparait la création de Paris-Centre. Vous avez aujourd'hui un service pour les jeunes qui les aide à trouver un emploi, qui les aide sur la santé mentale notamment, qui est un grand sujet chez les adolescents et les jeunes. Et ça a été permis par le fait de réunir les mairies. Mais c'est vrai que le service public d'hyper proximité, c'est-à-dire celui des habitants du coin de la rue, du quartier, il a pu leur donner le sentiment de reculer. Et nous, on est plutôt une équipe qui est très très en faveur du service public et du service public municipal. Et donc oui, mon objectif, c'est d'arriver au sein de grands services publics qui sont déployés à l'échelle dans ces bâtiments, d'arriver à injecter du service hyper local. Hyper local, c'est un peu des gros mots, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les habitants aussi, il faut toujours penser aux habitants qui sont à très grande proximité. C'est ce que je dis d'ailleurs à toutes les institutions culturelles, que ce soit le Louvre ou le Centre Pompidou. C'est des musées qui attirent des gens du monde entier, mais il faut toujours qu'ils nouent une relation avec leur quartier, sans quoi, s'ils habitent pas, ils sont pas sur les deux jambes. C'est facile à faire ça, c'est entendu par justement les grands musées. Ça dépend sur qui vous tombez, mais là, actuellement, je dois dire qu'avec Laurent Lebon, et notamment dans la perspective de préparer les grands travaux, vous savez que le Centre Pompidou est fermé, alors en tout cas, sur son site principal, il est fermé puisqu'il se déploie partout, et c'est très très bien qu'il se déploie à Massy-Palaiseau ou dans le 12e pour ce qui est la bibliothèque, mais je tenais à ce que sur le site même, il y ait des choses, et Laurent Lebon l'a très très bien entendu, puisqu'il a même accéder à une idée que je vais suggérer, qui était d'utiliser le pavillon Brancusi, vous savez, qui est sur la Piazza Beaubourg, comme maison du projet, mais c'est la maison Pompidou, ou d'utiliser les barrières de chantier pour faire de ce chantier aussi un acte culturel, je crois que c'est son terme, c'est-à-dire qu'en fait, on continue à vivre sur le chantier, il se passe des choses pour tout l'écosystème des habitants, des commerçants, des cafetiers, des galeries d'art. Donc vous l'avez dit, hyper proximité, c'est aussi quelque chose qui vient donc dans la tête du liste pour l'hôtel de ville, Emmanuel Grégoire qui en parle beaucoup. Mais par rapport à Paris-Centre, à part ce défi d'hyper proximité, ce serait quoi les autres défis pour vous pour ce prochain mandat pour lequel vous candidatez ? Alors là, si on quitte la définition stricte de Paris-Centre, les défis, pour moi, je crois que au cœur de notre projet et de celui de Bertrand Delanoë à partir de 2001, singulièrement de Anne Hidalgo à partir de 2014, il y a l'idée de redistribuer l'espace public qui met
cher à mon cœur d'économiste. Vous l'avez dit, je suis économiste, donc le sujet de l'économie, c'est quand même un petit peu l'allocation des ressources, et notamment des ressources rares. L'espace public est une ressource rare, l'air aussi, et je crois que, et sans jugement, parce que chaque époque a sa croyance dans un certain nombre de choses, le progrès, la voiture individuelle a pu être une source d'émancipation, de liberté, de progrès. Ça a été la grande cause de l'après-guerre mondiale. Les gens ont accédé à des voitures, ils ont pu partir en vacances, ils ont pu pour le travail, c'était génial. Mais on a aussi mesuré tardivement la pollution, ce que ça engendrait. Or, d'un strict point de vue factuel, genre, sans aucune idéologie, il était évident qu'il fallait redistribuer l'espace public. Vous aviez, je crois, plus de 50% de l'espace public qui était dédié aux voitures, alors qu'elles représentaient à Paris moins de 15% des déplacements. Et je crois que ces ratios sont encore modifiés en faveur des piétons. Et donc, il était important, urgent, de redistribuer les grandes masses, de mettre plus de place pour les vélos, mais d'abord plus de place pour les piétons. Ça a été fait avec des très 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 grands projets qui ont pu être même brutaux dans leur développement. Je crois que personne s'attendait à l'explosion du vélo ou le projet, par exemple, cher à Anne Hidalgo, de piétoniser les berges sur Seine. Je crois qu'on est dans une phase maintenant où il s'agit de travailler, de peaufiner l'atterrissage de tout cela. La réalité, c'est qu'on a gagné, on a réduit la pollution massivement, on a réduit également les accidents mortels. Il faut le dire, il faut porter ce bilan-là. C'est absolument extraordinaire, parce que ce sont peut-être des années d'espérance de vie en plus. Maintenant, il faut que ces années d'espérance de vie, ces années de vie en plus, elles soient agréables, qu'elles se passent dans des bonnes conditions. Et donc, moi, j'axe énormément mon mandat sur vraiment les piétons, faire en sorte que les piétons, et j'inclus évidemment dans les piétons ceux qui sont les plus vulnérables, des plus vulnérables que sont les piétons par rapport aux autres formes de locomotion. Et dedans, évidemment, les personnes âgées qui peuvent être en canne, en déambulateur, des enfants qui commencent à marcher, des parents qui ont des poussettes. J'en fais partie, et je sais que être en poussette ou être en fauteuil roulant, c'est très différent, et en même temps, c'est le même sujet d'accessibilité dans la rue, de transport en commun. Et voilà pourquoi, en fait, je décline tout mon programme sur l'idée de rendre effectifs ces endroits qu'on a, ces lieux, ces jardins, ces places, ces trottoirs élargis qu'on a créés pour les piétons. Il faut s'assurer qu'ils ne sont jamais confisqués. L'espace public, il a une fâcheuse tendance à ce que tout le monde veuille l'accaparer, le privatiser, en fait, ce qui est une oxymore. Ça peut être des terrasses qui débordent à l'infini, ça peut être des gens qui stationnent là de manière indue, ça peut être même des gens qui font de la musique toute la nuit, ou par exemple, ça peut être ça. Et donc, il est très important qu'on veille à ce que l'espace public qu'on a dégagé reste bien public, reste bien partagé. Et c'est le cœur même de mon projet. Je m'intéresse à la police municipale, qui est la police des piétons, au mode de déplacement des piétons, qui est principalement le bus, ou à récupérer des mètres carrés qui ont été longtemps dédiés à la voiture. Et ça, c'est le fameux projet DEAL. Donc justement, là, vous avez dit, c'est des réaxes. On parlera juste après du projet DEAL, mais sur la mobilité. Donc, est-ce que c'est laisser ce qui se passe dans le sens, le même nombre de pistes cyclables, juste les sécuriser dont vous parlez? Est-ce que c'est réduire encore la taille de la voiture, ou vous considérez qu'aujourd'hui, en fait, la voiture, elle a une taille qui est raisonnable, et en fait c'est juste de réagencer l'espace public qui existe déjà? On va continuer. Aujourd'hui, il y a encore pas mal d'espaces publics, même si dans le centre de Paris on est très en avance sur la réduction de la circulation automobile, et donc de la pollution et des accidents mortels. On va continuer. Il y a encore des endroits où le plan de circulation doit être modifié pour qu'il n'y ait pas de congestion, mais il y a des endroits où effectivement il y a beaucoup moins de circulation, ce qui d'ailleurs a un double avantage. Moins de circulation automobile, c'est moins d'accidents, moins de pollution, plus de place pour les piétons. C'est aussi la possibilité pour celles et ceux qui doivent continuer à circuler en voiture, de le faire dans les meilleures conditions. Bien sûr, c'est le cas des services publics. Je pense aux ambulances, à la sécurité, à la police et aux pompiers, à la propreté, enfin tous les agents publics. Mais il y a des gens qui doivent circuler en voiture pour 1000 raisons. Et loin de moi l'idée d'avoir une économie administrée. Je suis interventionniste en économie. Et pareil pour l'espace public. Je pense que l'espace public ne gère pas, il faut intervenir. Et donc, oui, on va continuer. Bien sûr, les pistes cyclables ne sont pas complètes. On a fait un énorme un travail, mais le plan vélo, comme on le dit, le plan vélo est pas complet. Donc, on va continuer à faire des pistes cyclables, d'ailleurs, en les travaillant, en ayant énormément appris des toutes premières qu'on a fait et qui ont pu avoir des défauts. Je pense, par exemple, au boulevard de Sébastopol, où il faudra revenir. En même temps, c'est une piste qui a trouvé un public. Enfin, rarement, je crois, dans l'histoire des infrastructures, elles auront trouvé aussi rapidement un succès au point d'arriver à la saturation. Donc il faudra revenir, par exemple, dans les toutes premières pistes cyclables comme celle du boulevard Sébastopol. Il n'y a pas de feu descendant. C'est un gros problème. C'est un problème pour les cyclistes, c'est surtout un problème pour les piétons qui, du coup, même de bonne foi, certains cyclistes ne voient pas le feu et s'arrêtent jamais. Donc ça fait partie de ces enseignements. Aussi, Il y a évidemment l'éducation.
il y a beaucoup de choses à faire pour améliorer les relations entre les différents types d'usagers. Ça peut d'ailleurs être les cyclistes entre eux, mais bien sûr, la tension entre les cyclistes et les piétons. Et vous voyez que dans les dernières pistes cyclables, je pense à celle de Réaumur, je ne sais pas si vous l'avez déjà empruntée, elle est révolutionnaire parce que d'abord, elle a permis de réduire la circulation sur cet axe routier majeur du cœur de Paris. Et elle permet, par exemple, d'aller aujourd'hui d'est en ouest, de la mairie de Paris-Centre jusqu'à la place de l'Opéra, avec des vues d'ailleurs incroyables. C'est la dernière piste cyclable, c'est un peu mon bébé. Et elle est, je crois, de l'avis de tout le monde, c'est la plus belle piste. Évidemment des cyclistes, elle les met en sécurité, c'est un objectif majeur, mais aussi des piétons qu'elle met en sécurité parce qu'on a travaillé sur des feux à plusieurs tailles qui sont visibles par tout le monde, sur des traversées sécurisées, surélevées, l'accès aux bus, etc. Et donc, on va continuer à faire des pistes cyclables qui mettent en sécurité et les cyclistes et les piétons. Et j'insiste, tout projet désormais doit être fait du point de vue du piéton et parmi les piétons en prenant toujours le point de vue de ceux qui sont les plus vulnérables, de ceux qui peuvent être des personnes à mobilité réduite, en fauteuil roulant en canne, qui peuvent être simplement malvoyantes ou malentendantes et c'est comme ça qu'il faut concevoir en permanence l'espace public. Donc à votre question, est-ce qu'il faut continuer à réallouer? Oui, mais il ne faut pas que réallouer l'espace public comme on l'a fait massivement, il faut aussi s'assurer des bonnes conditions de partage de cet espace public et donc de protection des piétons. Et notamment avec les zones à trafic limité. Donc la première, si je ne me trompe pas, a été ouverte en 2024, où piétons et bus sont en priorité et sont prioritaires dans les rues. Est-ce que ça, donc le but aussi, j'imagine, c'est de les massifier, d'en faire plus, de plus en plus en la zone à trafic limité, j'en fais pas. C'est un outil parmi d'autres pour réduire la circulation. L'objectif de la zone à trafic limité, vous savez, c'était de supprimer le trafic de transit, c'est-à-dire de dire, voilà, dans le centre de Paris, avec des rues très étroites, qui sont encore pour certaines médiévales dans leur tracé médiéval, avec des très 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 grands bâtiments publics. Je crois qu'on a presque la moitié des monuments historiques de la ville de Paris qui sont au cœur de Paris, la cathédrale Notre-Dame, au centre Pompidou, en passant par le Louvre. Vous avez l'un des lieux les plus fréquentés, les Halles, c'est la gare la plus souterraine, la plus fréquentée d'Europe, je crois. On a beaucoup de superlatifs. Vous savez que le monument le plus fréquenté de Paris, c'est la cathédrale Notre-Dame, bien avant même la Tour Eiffel, et juste avant le musée du Louvre, qui est le musée le plus fréquenté du monde. Donc avec cette énorme fréquentation, il était fou d'imaginer qu'on puisse circuler comme un raccourci. C'était le slogan de ma campagne de 2020. Paris-Centre n'est pas un raccourci. Je crois que ce n'est plus un raccourci aujourd'hui. Et c'est cet objectif de la ZTL. Mais c'est qu'un outil, la ZTL, la zone à trafic limité, qu'on a piqué d'ailleurs aux Italiens qui le pratiquent depuis 25 ans. Si vous allez en Italie, vous avez sûrement, si vous avez loué une voiture, pris une prune à un moment ou un autre. Si vous êtes allé dans le centre-ville de n'importe quelle petite ville ou grande ville, à Rome, à Milan ou à Vérone. Vous avez vu une évolution du discours aussi, parce qu'au début, c'est vrai que quand on parlait du plan vélo, il y avait beaucoup de voix qui s'exprimaient sur le fait que ça bloquait, qu'il y avait beaucoup de bouchons. Est-ce que vous, dans votre campagne, vous avez l'impression en fait qu'il y a une vraie évolution et qu'en fait, de plus en plus, même ceux qui pouvaient être à droite ou à l'extrême droite ou qui étaient donc pas d'accord avec ce plan vélo, sont finalement acceptés cet état de fait-là et en fait s'en accommodent. Et du coup, est-ce que c'est pour ça aussi que vous arrivez sur le système piéton en vous disant en fait aujourd'hui ces gens qui prennent plus la voiture sont souvent devenus des piétons et du coup subissent d'autres conséquences de ce plan vélo? Oui, enfin, je crois que les piétons étaient là déjà depuis longtemps et ils sont massivement là. À l'évidence, certains disent la bataille idéologique. Moi, je suis assez peu sur l'idéologie. Je suis plutôt un pragmatique. Je suis pas, j'ai pas une idéologie pro vélo. J'ai une idéologie d'abord pro piéton si je suis dans l'idéologie, mais je suis surtout pas tellement dans l'idéologie. Je suis comme économiste, je suis assez rationaliste. Je pense qu'il est normal d'allouer l'espace public vers ceux qui l'utilisent le plus. Et le mode de locomotion principal, ce sont les pieds des gens ou leurs roues si ils roulent. Et donc, il est assez rationnel. En effet, je constate une immense évolution. Vous voyez que dans cette campagne, désormais, l'opposition qui longtemps a combattu la place des piétons, la réduction de la place de la voiture, faire assaut de propositions plus originales pour nous dépasser dans l'inventivité sur les pistes cyclables. Enfin, je vois aucune liste aujourd'hui, aucun candidat qui veut revenir en arrière sur les pistes cyclables, qui veut revenir en arrière sur les zones piétonnisées. C'est la grande victoire quand même, on peut le dire, de cette équipe, c'est d'avoir été précurseur et d'avoir compris qu'il fallait en effet réduire la place de la voiture. Moi je le dis toujours, la réduire, mais donner aussi la possibilité pour celles et ceux qui doivent continuer à utiliser la voiture de le faire dans des meilleures conditions. En parlant de ça, on en a déjà parlé un peu, c'est ce projet, les Halles 2030. Alors si je ne me trompe pas, c'est un grand projet qui vise à fermer donc 2 entrées sur l'ensemble des entrées qui sont en dessous du Forum des Halles, qui aujourd'hui donc avec la canopée qui est sortie en 2016. Donc c'est, si je ne me trompe pas, la rue de Turbigo pour ceux qui connaissent et la rue du Renard, donc dans le premier et dans le quatrième. Et l'idée c'est chaque fois de transformer ces espaces en esplanades piétonnes et végétalisées.
C'est quoi l'enjeu? Pourquoi on arrive à ce projet? Qu'est-ce qui vous motive dans ce projet? Bien sûr. Alors, j'avoue que ces dernières années, j'ai beaucoup été mobilisé au HAL sur les problèmes de sécurité liés au tunnel. Et si on réfléchit bien, et c'est l'évidence qui s'est imposée à moi en passant beaucoup de temps avec le préfet de police, avec désormais le ministre de l'Intérieur, mais avec toutes les autorités, tous les gens qui sont des autorités dans ce lieu, c'est qu'en réalité, le sujet des halles, des tunnels des halles et des parkings des halles, c'est que vous avez là une infrastructure qui est totalement périmée aujourd'hui, obsolète. Vous avez, je crois, un taux de 25% de remplissage des parkings. Il y a 7 parkings dans la zone du Forum des Halles, et vous avez des tunnels, vous avez des kilomètres de tunnels, c'est des dizaines de milliers de mètres carrés, quand on prend en compte tout cet espace-là, qui sont extrêmement sous-utilisés. Alors, vous parliez de fermeture des voies. En fait, les voies, elles ont déjà... Enfin, les sorties, la sortie principale d'ailleurs, qui valait le coup pour traverser le centre de Paris, à l'époque, Paris-Centre était un raccourci. Vous savez, on empruntait la rue de Turbigo, on rentrait dans les tunnels et on ressortait Pont-Neuf pour pouvoir dérouler vers la rive gauche. Or, cette entrée-là, ou cette sortie, elle a été fermée dans le cadre des travaux de la Samaritaine il y a déjà maintenant plus de 10 ans. Et donc, en fait, par la réglementation, par la baisse du trafic général dans le centre de Paris, par la fermeture d'un certain nombre d'issues, les tunnels ne servent quasiment plus. Ils servent pour des accès professionnels, des sorties de parking. Et c'est l'ombre de ce que c'était, et tant mieux d'ailleurs, parce que c'était un énorme trafic routier au cœur de Paris. Et donc, il faut aller au bout de cette logique. Aujourd'hui, cette infrastructure, elle est complètement obsolète. Et donc, on a des tunnels qui sont ouverts, qui sont béants, qui sont, si vous voulez, plusieurs fois le Mont Blanc, mais au cœur de Paris, au cœur du cœur piétonnier de Paris. Évidemment, ça frotte, ça fait une zone avec beaucoup de mésusages. On sait notamment qu'ils y habitent ou parfois ils consomment des stupéfiants, des gens, une population. Ce sont quelques dizaines de malheureux qui sont là, mais qui créent une zone de frottement entre cette infrastructure ultra-routière et le cœur de Paris avec ses commerces, ses artisans assez anciens. Donc, il faut aller au bout de la logique, c'est de dire aujourd'hui, on n'a plus besoin de toutes ces infrastructures ou très résiduellement. Il faut fermer. C'est la conclusion à laquelle j'étais arrivé avec le préfet de police. Il faut fermer, c'est assez facile à faire. Ceux qui doivent y avoir accès, je pense aux gens qui gèrent le Forum des Halles, je pense à un certain nombre de services publics qui utilisent des garages, des entrepôts, auront les clés, le badge. C'est pas très compliqué à faire, c'est quelque chose qui peut être fait très rapidement. Et dès lors que vous condamnez ou que vous maîtrisez ces issues, vous n'avez plus de mésusage. Vous avez la possibilité, donc en fermant, de développer en effet des jardins aux 2 issues principales aujourd'hui, qui sont la rue de Turbigo, rue Mondétour, et puis de l'autre côté, la rue Saint-Méry, au passage devant une école, où j'avais commencé à gagner de l'espace sur une des sorties, en condamnant une des voies, mais il faut aller au bout, il faut condamner définitivement cette sortie. On est quand même devant une école, une piscine, un gymnase, pour pouvoir aller faire un jardin. Et puis, c'est pas tout, une fois que vous avez fermé, que vous avez créé des jardins aux extrémités, vous pouvez surtout commencer à envisager de récupérer les mètres carrés qui sont à l'intérieur. Alors peut-être pas l'ensemble des voies, il y en a qui vont continuer à circuler, mais quand vous prenez la capacité incroyable des parkings, des tunnels, vous avez de quoi faire des milliers de mètres carrés si j'ai bien pour entendu, c'est ce qui manque le plus. Oui, alors on n'utilisera peut-être pas tout, et c'est ça le gros travail, si je suis réélu, ce sera le gros travail qu'on fera dans les prochains mois. Fermer, faire des jardins, ça c'est facile, mais c'est d'aller identifier les lots qui pourront être portés à un concours, une mise en concurrence, et j'ai d'ores et déjà des appels depuis que j'ai sorti le projet il y a quelques semaines, énormément d'appels de promoteurs, de gens qui exploitent des salles de sport, qui veulent concourir d'ores et déjà, qui sont très impatients et qui rendent tout à fait crédible ce projet, c'est-à-dire l'idée que ça ne coûterait pas grand-chose, d'abord parce qu'il n'y a pas grands travaux à faire. C'est pas des grands travaux. Quelques milliers d'euros. Les tunnels, ils sont là, ils sont en béton, ils ont été construits pour durer un siècle ou 2. La question, c'est celle d'abord des accès, et donc il s'agit d'identifier, de cartographier, on a déjà une cartographie, mais d'identifier les lots qui pourront être apportés à un appel à concours pour aller y mettre des terrains de tennis, de padel, de foot five. C'est-à-dire qu'on essaye aussi dans ce projet-là de dire, au fond, dans le centre de Paris, patrimonial et magnifique, ce qui manque le plus, ce sont des mètres carrés. Quand on est parents, habitants, on a du mal à faire du tennis ou du foot au centre de Paris. Vous imaginez bien, il faut aller loin. Et donc, comme substitut, comme complément à ces pratiques-là, par contre, c'est tout à fait imaginable de mettre des terrains de padel, de mettre des terrains de foot à 5, du futsal, d'aller mettre
encore davantage de centres de danse. On a déjà des belles infrastructures de sport d'ailleurs au Halles. Et il ne s'agit pas de toucher, parce qu'il y a eu des incompréhensions là-dessus, à ce qui existe, à ce qui, vous l'avez rappelé, a été refait de manière assez incroyable en 2016. Ça fait 10 ans que le nouveau Forum des Halles, le nouveau c'était celui d'avant, mais le dernier Forum des Halles a été fait avec cette canopée qui permet surtout d'excaver et de se sentir plus en sécurité sur 5 sous-sols, avec la plus grande piscine. Je crois que c'est la piscine la plus fréquentée d'Europe, un gymnase, une salle de parcours, un conservatoire. Mais on a encore davantage besoin de mètres carrés pour du sport, pour de la culture, et ils sont là dans les tunnels parking, il y a plus qu'à aller les chercher. J'ai une question par rapport à ça, parce que les Halles, ceux qui connaissent Paris et l'Île-de-France, c'est aussi donc vraiment un centre, il y a beaucoup de RER, c'est vraiment un nœud ferroviaire aussi, ferroviaire en tout cas de transport en commun, donc il y a beaucoup de gens qui viennent aussi des banlieues parisiennes, de partout dans les banlieues. Est-ce que vous n'avez pas peur, et est-ce qu'il n'y a pas une critique qui vous est faite par les gens du quartier, de dire qu'en fait ça va être des services qui vont plutôt être offerts à ces gens-là qui viennent de l'extérieur de Paris, et en fait c'est des zones que les habitants du 1er, du 2e, du 3e, 4e arrondissement en fait n'auront pas accès parce que ce sera déjà bondé. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Je réponds que pour les habitants aujourd'hui, les infrastructures des Halles, que ce soit le conservatoire, que ce soit les différents espaces, la bibliothèque, la médiathèque, elles sont déjà partagées aujourd'hui. Mais je sais, on a les statistiques, une grande partie des habitants profitent de ces infrastructures. Elles sont pas toujours, c'est vrai, c'est un nœud, vous avez raison, je le disais tout à l'heure, c'est la gare souterraine la plus grande d'Europe, je crois. J'ai déjà lu parfois que c'était celle du monde. On l'oublie, c'est un point d'entrée dans Paris. C'est le cas depuis les années 70, quand on a enlevé les pavillons Baltard pour pouvoir y mettre un nœud ferroviaire. C'est l'entrée dans Paris. Mais je crois que c'est une zone qu'on est capable de partager. À nous, d'ailleurs, installateurs, ce que je vous disais tout à l'heure, de veiller à le bon équilibre entre l'hyper-proximité. On crée des infrastructures, il faut qu'elles profitent aux habitants. Elles profiteront sans doute à un rayonnement un peu plus large que celui des seuls habitants du centre de Paris. Mais il faut impérativement qu'elles profitent aux habitantes et aux habitants du centre de Paris. Et sur la sécurité, vous en avez parlé un peu, donc c'est aussi souvent ce qui est revenu sur ce quartier des Halles et ces tunnels qui sont habités par des gens justement qui consomment de la drogue et qui sont dans des états qui rassurent pas une partie de la population, notamment parce que parfois il y a des écoles autour. J'imagine qu'il y a certains aussi, notamment de droite, qui vont faire la critique de dire que si c'est la seule solution pour remettre fin à l'insécurité dans ces 4 arrondissements, ça ne suffira pas. Qu'est-ce que vous répondez à ça aussi ? Je remarque au cœur des campagnes, et je crois que c'est immuable, j'ai regardé parfois des images d'archives, j'aime bien regarder l'INA, toutes les campagnes, je regardais récemment, il ressortait les images de campagnes de Jacques Chirac, et la campagne était sans surprise toujours sur la sécurité, la propreté, la propreté, les gens insistent là-dessus, et c'est normal, quand on vous demande à quoi vous pensez, il y a des gens qui pensent à ça, il y a évidemment beaucoup d'autres aspirations culturelles, sociales, mais c'est un immuable. Or, la première chose que je réponds, c'est qu'au Halles, on a eu des sujets de sécurité, on a des sujets de sécurité qui peuvent être importants, ceux de la toxicomanie, et en particulier liés à cette infrastructure obsolète qui périclite un peu et qui donc est devenue l'objet d'un mésusage. Donc en effet, bien sûr, une occupation positive, elle a 2 intérêts. Le principal, d'abord, c'est d'apporter des mètres carrés à des pratiques qui en manquent. Le deuxième, c'est que, et oui, évidemment, quand vous avez une occupation positive de mètres carrés qui sont aujourd'hui un petit peu dans un état de déshérence, évidemment, vous obtenez aussi, par voie de conséquence, la sécurité. Or, je constate dans ceux qui ont beaucoup le mot à la bouche de sécurité et de propreté, qui disent plus de sécurité, plus de propreté, sans avoir aucun plan. Pour les Halles, j'entends dénoncer l'insécurité, et d'ailleurs, au passage, elle est incontestablement, il y a des problèmes de sécurité, mais ils sont largement moindres pour les gens qui, comme moi, ont joué enfant au Forum des Halles. On avait un peu peur de descendre dans le Forum. Aujourd'hui, il est excavé on voit le ciel, même quand on est au 5e sous-sol. Il est incontestablement il fait moins peur qu'autrefois, et il y a beaucoup moins d'insécurité. Pareil pour le jardin Nelson Mandela, vous savez, ce grand jardin au cœur de Paris. Mais il reste des sujets de sécurité. Or, ceux qui les dénoncent, à ma connaissance, je vous mets au défi de trouver un projet comparable à celui des Halles 2030, n'ont aucun projet, à part augmenter la sécurité. Alors, on est tous d'accord, tout le monde veut augmenter la sécurité et la propreté. La question, c'est qu'est-ce qu'on propose ? Sur la sécurité, voilà, en tout cas au Halles, voilà ce que je propose. De manière plus générale, c'est d'augmenter largement la police municipale, qui n'a, rappelez-vous, que 4 ans dans sa configuration actuelle. Et sur la propreté aussi, j'ai des propositions. Ah bah dites-les nous. Eh bien, sur la propreté, vous savez, d'abord, peut-être un petit recul, à part ce projet des Halles, qui est un grand projet, mais qui, au fond, ne demandera pas de grandes constructions. L'infrastructure, le béton, il est là. Il s'agit d'adapter ces tunnels, ces parkings, on sait le faire, avec de l'éclairage, des accès.
il n'y a pas beaucoup de construction. On n'est pas sur une transformation massive avec de la construction, comme ça a pu être le cas de la transformation des sous-sols des Halles, du Forum des Halles. On est là sur l'adaptation qu'on sait faire, qui a été faite dans certains endroits, y compris à Paris, de tunnels ou de parkings, de lieux vides qu'on a simplement à équiper. Donc c'est pas si compliqué que ça. Mais je disais, il y a ce grand projet, il y a quelques grands projets à terminer, celui qui est très cher à mon cœur, vous savez, d'aménagement de la place du Louvre entre la colonnade de Perrault et l'église Saint-Germain-l'Auxerrois. Mais sinon, dans le centre de Paris, pour des raisons patrimoniales, il n'y a plus vraiment de grands projets, on va rien construire. On a largement transformé déjà les grandes places, il y a des petites améliorations à faire. Et donc, moi, je propose de concentrer la capacité de la ville dans le centre de Paris à créer des projets d'architecture et d'urbanisme sur des petits projets au coin de la rue. Et c'est ça mon plan. Je m'appuie sur 100 petits projets, c'est ça? Alors, 100 petits projets, je m'appuie sur deux architectes qui avaient fait un travail extraordinaire sur les points, ce qu'ils appellent les points noirs. Voilà, métaphore, vous me pardonnerez la métaphore un petit peu de peau, mais c'est exactement ça. Vous savez, le concept du point noir, vous pouvez le gratter, mais si vous voulez vraiment le soigner, il faut aller travailler sur le cratère, comme disaient les nuls à l'époque dans leur fausse pub. Vous me direz, il reste un cratère. L'idée, c'est qu'en fait, on a au coin de la rue, on connaît tous des endroits, moi j'en ai déjà identifié pas mal, et j'engage beaucoup la discussion avec les Parisiennes et les Parisiens sur... Pointez-moi dans les discussions. Souvent, je leur demande de me pointer le point noir qu'ils voudraient nettoyer s'ils le pouvaient. On a tous en bas de chez soi, au coin de la rue, un endroit où il y a systématiquement des dépôts sauvages. Vous savez, des endroits, on ne sait pas pourquoi, tous les entrepreneurs du quartier se donnent rendez-vous là pour déposer. Et souvent, ça date de 20, 30 ans. Et quand on creuse, c'est souvent lié à un défaut d'architecture. Il y a beaucoup de dents creuses, par exemple, à Paris. Vous savez, c'est ce décalage de profondeur au gré des décrets du développement, selon les époques. Les immeubles sont construits de plus en plus éloignés. Et donc, vous avez ces dents creuses qui sont des façades nues sur lesquelles vous trouvez tour à tour de l'urine, des tags, de l'affichage sauvage, des dépôts au pied. Et donc, tous ces petits coins, ces points noirs, ils sont pas si simples à nettoyer. Et pour avoir, depuis toute une mandature, travaillé souvent avec mes services, on peut faire passer 2-3 fois par jour, on peut nettoyer au jet d'eau. Il se régénère, si je puis dire, parce que voilà, c'est la métaphore du point noir, on gratte la surface. Et la lutte, c'est de faire des petits projets avec des architectes et des urbanistes. On travaille un peu le lieu, c'est des solutions sur mesure. Elles ne sont pas forcément très coûteuses par rapport à des immenses projets comme refaire la place de la République. Là, on parle de projets qui peuvent coûter entre 50 et 100 000 euros, mais qui demandent un peu d'études, un petit peu de budget, et on met un mur végétalisé, une œuvre d'art, un banc, un arbre, peut-être tout ça à la fois, on modifie l'éclairage. Et tout cela, ça crée des petites placettes, on l'a fait dans certains endroits, et on transforme ce qui était un recoin un peu sombre et sale en une placette merveilleuse qui devient un lieu pour que les seniors, par exemple, puissent faire leur pause sur un banc, ou n'importe qui venir lire là. Et on a déjà l'exemple réussi de ces transformations. Et donc, mon projet, c'est finalement de substituer à des très très grands projets d'architecture, d'urbanisme, très coûteux, très longs, une myriade de petits projets qui viennent changer le coin de votre rue et le rendre propre. Et qui aussi, donc en termes de timing aussi, en termes de durée de travaux serait plus court. J'ai proposé d'en traiter 100 pendant une mandature et je pense que c'est tout à fait faisable. Pour revenir juste rapidement sur la sécurité, parce que votre autre candidat des Républicains, Aurélien Véron, il propose lui aussi de réouvrir le commissariat de la Porte de l'Escaut. Pour vous, c'est une mesure qui ne sert à rien? C'est pas une mesure qui sert à rien, c'est une mesure qui est une mesure, pardonnez-moi de le dire, bidon, parce que le maire de Paris-Centre et même le maire de Paris n'a aucune compétence sur les commissariats de police. C'est la préfecture de police, et je pense qu'il doit le savoir, ou alors s'il ne le sait pas, c'est qu'il n'a pas fait ses devoirs. Il aura aucun moyen de prendre cette décision. Et pire, pour avoir parlé... Mais pire, pour avoir parlé avec le préfet de police et connaître la stratégie, mais l'avoir vérifié même encore récemment, la préfecture de police n'a aucune intention de rouvrir des commissariats. Elle est engagée depuis des années dans un processus tout à fait inverse. On peut en être content ou le regretter, mais il est inéluctable. Elle est en train de faire ce qu'elle a fait à Paris maintenant en grande branlée, c'est-à-dire de réduire le nombre de lieux de présence. Pourquoi ? Parce qu'ils constatent qu'un commissariat, c'est un lieu à défendre et que ça n'a pas d'intérêt qu'il y ait une surface critique. Donc, à Paris-Centre, même avant la création de Paris-Centre, c'était en 2019, je crois, que la préfecture de police avait décidé de créer un commissariat de Paris-Centre pour les 4 arrondissements et de fermer une par une les différentes antennes qu'elle pouvait avoir aux Halles, à Saint-Honoré, boulevard Bourdon. Elle l'a fait pour des raisons immobilières, pour des raisons d'organisation aussi. Le Paris et ce
l'exigence qu'on avait était que ça ne dégrade pas la sécurité. Leur promesse était d'avoir plus d'effectifs sur le terrain. Et aujourd'hui, la stratégie de la police, c'est d'avoir des effectifs sur le terrain mobiles et non pas de stationner des gens dans des commissariats multiples. Donc, c'est pas les prérogatives du maire. 2, c'est le contraire de la stratégie que déploie depuis quelques années le préfecture de police. Donc, je le dis, cette mesure-là, elle n'arrivera jamais. Très bien, on va parler un peu aussi de mixité sociale. On a parlé un peu d'architecture, de logement, de tous ces sujets-là. Souvent, la question qui peut venir, c'est qu'on arrive à refaire, on végétalise, on sécurise. J'imagine que c'est aussi ce risque de faire monter les prix aussi de ces 4 arrondissements qui ne sont pas parmi les moins chers de Paris. Comment on lutte contre ça? Comment on permet justement à la classe moyenne, mais aussi aux classes populaires de rester? Quel rôle le maire peut avoir là-dedans dans cette politique alors là, pour de le logement? coup, c'est dans nos prérogatives et vous avez parfaitement raison. Il y a un paradoxe de l'action publique, c'est que plus on rend beau les quartiers, plus on crée des rues aux écoles, des jardins, des places, et Dieu sait qu'on en a créé et qu'on compte en créer encore, plus effectivement la ville devient désirable et plus chère. C'est la loi du marché. C'est un petit paradoxe. Comment on le résout? On le résout de 2 manières qui sont finalement assez cohérentes. D'abord, la première, et j'étais le premier à observer cela, vous voyez, l'économiste en moi, a pointé il y a quelques années lorsqu'il y avait ces grands débats sur la dette de la ville qui serait tellement élevée que la ville pourrait faire faillite. Vous vous souvenez de cette petite musique, on disait la ville va être mise sous tutelle, ce qui serait effectivement le cas d'une municipalité qui aurait des comptes en déséquilibre. Mais j'avais pointé que ce ne serait pas le cas avant des dizaines d'années, en tout cas pour Paris, puisque les actifs de la ville, ce qu'elle possède, et donc en fait, en réalité ce que possèdent les Parisiennes et les Parisiens, est extrêmement important et vaut largement plus que la dette. Je crois qu'on a un rapport de 1,5 entre le montant de la dette, d'environ 10 milliards, et des actifs qui sont valorisés entre 40 et 50 milliards, et encore, c'est une sous-estimation. Dans ces actifs, il y a quoi? Des grands monuments, la Tour Eiffel, le Louvre, enfin pas le Louvre en l'occurrence, ça c'est l'État, mais la Tour Eiffel, des églises innombrables et toutes classées monuments historiques. On peut pas les vendre, enfin en tout cas on souhaite pas les vendre, mais on peut les valoriser. La Tour Eiffel, on peut faire une concession. Parce que c'est souvent ça la critique. Et puis l'immobilier surtout, c'est-à-dire tout ce logement social qui a été créé, il vaut aujourd'hui très cher puisque les prix ont augmenté. Et c'est ces actifs, la valeur de ces actifs, de ce fonds immobilier qui appartient aux Parisiennes et aux Parisiens, qui permet à la ville de continuer à faire des investissements. Et parmi ces investissements, il y a, et c'est crucial, celui dans le logement aidé. Alors on parle de logement social, c'est un terme qui est souvent incompris. C'est-à-dire que les gens disent « Ah oui, mais d'accord, très bien, il va y avoir donc plus que des riches, des très riches et des très pauvres. » Et le logement social, c'est pas que pour les très pauvres. Il y a, vous savez, dans un programme typique, lorsqu'on crée du logement social, alors dans le centre de Paris, c'est pas tant par construction que par transformation, par exemple, de bureaux, notamment les bureaux de la ville. Beaucoup du foncier de la ville qui servait à des bureaux, pensez à Morland, pensez à la caserne des Minimes, qui était une caserne de gendarmerie, qui sont des très très beaux programmes de vie, on met du logement, des crèches, des centres de santé, ont été créés en transformant des bureaux. Quand vous faites ça, dans un programme, vous vous assurez qu'il y a une mixité sociale, y compris dans les usages, et puis c'est bien économiquement aussi, c'est-à-dire que vous avez du logement très social, du logement un peu moins social, du logement dans des catégories intermédiaires qui correspondent en fait à la plupart des Parisiennes et des Parisiens, à des classes moyennes. Je donne souvent cet exemple, la catégorie qui souvent dans des programmes constitue 40%. Quand on crée un nouveau lotissement de logements sociaux dans le centre de Paris et partout, on met souvent 40% d'une catégorie qui est la catégorie la plus classe moyenne, disons. Et c'est des revenus de 69 000 euros net pour un couple avec un enfant. Évidemment, plus s'ils ont plus d'enfants, ça correspond à des couples de jeunes architectes, de profs, en fait, ça correspond à, je crois, plus de 50%, certains disent 80% des Parisiennes et des Parisiens. Donc, une énorme partie des Parisiennes et des Parisiens est éligible. Ils n'ont pas tous un logement social. On est aujourd'hui aux alentours de 25%. Je crois que l'objectif est d'aller à 40%. Mais c'est 60% sans doute des Parisiennes et des Parisiens qui seraient éligibles. Et donc la réponse à votre question, c'est que incontestablement, la ville est plus désirable, les prix augmentent avec l'impact des politiques publiques favorables, et on vient corriger cela, et tout en s'enrichissant au passage, et donc en régénérant la capacité de la ville de le faire, en créant du logement social. Et moi, j'ai bien l'intention de continuer à le faire pour pouvoir loger les classes moyennes, pour pouvoir loger aussi toutes celles et tous ceux qui travaillent au centre de Paris. Et je pense notamment à nos puéricultrices et nos puériculteurs, à nos infirmières et nos infirmiers, à nos agents. Ils sont prioritaires sur ces logements? Ils sont absolument prioritaires. Comment on fait? C'est-à-dire, est-ce que c'est juste en termes de prix ou de dossiers qui sont privilégiés des gens qui travaillent pour la mairie? Il y a un système de cotation. Bertrand Delanoë a rendu moins opaque. Et quand je vois aujourd'hui certains qui soutenaient, qui étaient plutôt de la famille politique qui était à Paris avant, dire on va
a modifié les critères d'attribution. C'est Bertrand Delanoë qui l'a fait, ça a été prolongé ensuite, en objectivant, en rationalisant ces objectifs. Moi, je ne siège même pas dans la commission de proposition d'attribution. C'est un ancien cadre supérieur qui la préside, et tout est anonyme avec des cotations. La cotation, c'est quoi ? C'est l'attribution d'un certain nombre de points au dossier des gens en fonction de critères. Et le critère d'être un agent de travailler dans le centre de ville, par exemple, d'être un agent public en particulier, que ce soit l'État, la ville ou tout autre agent, est évidemment un critère qui emporte un certain nombre de points. Donc vous avez plus de chances d'avoir une attribution quand vous êtes un agent public. Et quand j'entends ceux qui réinventent un peu ce système aujourd'hui, après avoir fait 0 logements sociaux, je pense évidemment au programme de Rachida Dati. Rachida Dati est maire du 7e arrondissement, qui est l'arrondissement de Paris qui a le moins de logements sociaux. Et j'entends bien aujourd'hui que dans une conversion tardive que je salue, elle souhaite aujourd'hui qu'on loge des agents publics. Mais comment voulez-vous loger des agents publics si vous ne créez pas de logement social ? Donc la première urgence, c'est de continuer à créer du logement social. Dans le centre de Paris, on est quelque part dans une situation intermédiaire entre... Comment on crée entre... du logement social ? Parce qu'on ne construit pas dans Paris. Eh bien, c'est ce que je vous disais, on ne construit pas, donc on transforme des bureaux principalement. Okay. C'est ce qui s'est fait avec la caserne des Minimes, ce qui se fait aujourd'hui avec le siège social de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, avenue Victoria, avec, par exemple, un bâtiment entier de la mairie de Paris qui est au cœur, qui est en face de l'hôtel de ville. Voilà, on apporte régulièrement, la ville a beaucoup fait ça, on essaie de convaincre l'État de faire de même pour loger aussi les agents de l'État. On a convaincu l'assistance publique hôpitaux de Paris qui cherche, qui a de gros problèmes de recrutement de ces infirmiers, de ces aides-soignants, de venir créer en cœur de ville du logement social pour ces agents. Voilà, on a un pouvoir d'influence et un pouvoir direct sur nos mètres carrés, et on va continuer à le faire. À Paris, au centre de Paris, on est autour de 12%, c'est-à-dire qu'on est loin des 25% qui sont, je vous le rappelle, un objectif légal dans la loi SRU, c'est 25% pour chaque commune, sauf à payer des amendes. Alors, vous me direz que c'est atteint à l'échelle sans doute de Paris, mais il faut que dans chaque quartier, on puisse atteindre au moins cet objectif des 25%. Parce que l'interview avance, et du coup, on va passer sur une dernière étape de notre interview, c'est sur cette fameuse alliance qui est aujourd'hui l'alliance de la gauche unie, donc hors LFI, derrière Emmanuel Grégoire. Vous avez aussi cette particularité, vous n'êtes pas le seul dans cette liste, mais à être à la fois donc un allié d'Hidalgo et d'avoir été sur sa liste, et aujourd'hui d'être sur celle d'Emmanuel Grégoire. Est-ce que vous voyez une certaine continuité ou une rupture, comme certains peuvent l'analyser ? Non, il y a certainement des différences entre chaque maire de Paris, chaque homme ou femme politique apporte avec lui son expérience. C'est mon cas qui est, par exemple, j'ai travaillé longtemps, 20 ans dans le privé avant d'être maire. Incontestablement, ça se voit, je pense, dans le style de gestion que j'ai, et c'est le cas pour Emmanuel Grégoire. Mais sur la ligne politique, moi je me félicite qu'il y ait une clarification. Je fais partie, je pensais que vous alliez le dire, je fais partie de ceux qui sont au Parti Socialiste tout en étant membre de la convention de Bernard Cazeneuve. Voilà. Donc qui se considère du courant social-démocrate. Je suis très arqué sur l'adhésion à l'universalisme, à la laïcité, à une forme d'ordre républicain. Et voilà, je le dis parce que c'est vrai, à gauche, il y a eu dans la volonté de représenter d'union, souvent des hésitations, des différences de lignes entre les uns et les autres. Mais aujourd'hui, moi, je me félicite de ce que Emmanuel Grégoire s'inscrive dans la ligne qui est celle de Anne Hidalgo, c'est-à-dire une gauche, certes, élargie, y compris d'ailleurs à Raphaël Glucksmann, dont Place Publique fait partie des alliés de cette liste menée par Emmanuel Grégoire à l'échelle de tout Paris, mais qui n'inclut pas LFI. Je considère que ça n'a pas été un problème avec l'après, parce que justement, il y a aussi d'autres opposants à Emmanuel Grégoire qui vont dire qu'il y a des anciens LFistes qui sont dans cette liste. Il y a des anciens LFistes, dont certains des gens, le plus connu étant Daniel Simonet, qui a fait la bataille contre une candidate LFI aux dernières élections législatives. Voilà, j'ai une certaine distance avec les gens de l'après, tout en reconnaissant qu'ils ont quitté LFI. C'est une distance idéologique ou c'est une distance sur la forme ? Mais les deux. Mais je vous le dirais que l'alliance avec l'après est une alliance locale. Elle est utile notamment pour contenir LFI dans le 20e, dans le 19e, dans un certain nombre d'arrondissements. Ce n'est pas une alliance déclinée. Je vous rappelle que dans le cadre de la loi PLM, il y a une liste centrale et il y a des listes parisiennes dans chacun des arrondissements, ou pour Paris Centre, des 4 arrondissements du centre. Ma liste n'a pas d'alliance avec l'après. Elle en a une en revanche, je crois que c'est la seule, avec la Convention, puisque je suis tête de liste et membre de la Convention de Bernard Cazeneuve. Donc nous avons cette ligne, une particularité, c'est d'être sur une ligne effectivement tout à fait social-démocrate.
Eh bien, très bien, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Veil, Ariel Veil, parce que justement l'interview. Alors, est-ce qu'on a quelques minutes encore parce que Encore 2 minutes. Alors peut-être, vous m'invitez à Radio Fréquence Protestante, j'en suis très heureux. J'ai pas eu un mot pour l'instant sur l'histoire prodigieuse du protestantisme en France et singulièrement à Paris et en particulier dans le centre de Paris. J'ai été très frappé quand je suis devenu maire du centre de Paris de découvrir à quel point l'histoire protestante était là sous nos pieds partout. Assez caché. Je dois dire d'ailleurs, j'en ris souvent avec les pasteurs de l'oratoire ou des différents temples protestants qu'on a, par la faute un peu des protestants qui sont très humbles et qui ne la ramènent pas. Mais par exemple, la Saint-Barthélemy n'avait pas de lieu dans Paris, alors qu'on sait que bien sûr le départ du massacre a été donné depuis les cloches de l'église Saint-Germain-l'Auxerrois face au Louvre. Et donc nous y avons remédié pour l'anniversaire de 450e anniversaire du massacre, enfin, d'anniversaire de la commémoration du massacre de la Saint-Barthélemy. Nous avons créé un jardin, le jardin mémoriel de la Saint-Barthélemy, devant précisément l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, sur cette fameuse place du Louvre que je voudrais réenchanter, qui aujourd'hui est assez baroque et composite. Et puis, moi, j'ai voulu continuer un petit peu, poursuivre. J'ai découvert, en allant à la Clairière, qui est le centre d'action, qui est géré par le Centre d'action sociale protestante. Créé au début du XXe siècle. Voilà, j'ai découvert cette histoire incroyable du pasteur pendant la Seconde Guerre mondiale, du pasteur Paul Vergara et de sa femme Marcel, qui, avec celle qui dirigeait d'ailleurs la Clairière à cette époque-là, qui était Marcel Guillemot, en rencontrant un autre réseau de résistance communiste, pour le coup, c'était un réseau de résistance protestante, celui en particulier de Suzanne Spaak, une Belge communiste. Si vous cherchez, ça s'écrit SP2AK. Voilà, comme Paul-Henri Spaak était Premier ministre belge. Et ces gens-là ont sauvé des enfants avec le concours d'ailleurs de toute une paroisse, de toute une communauté qui a caché des enfants chez eux. Ils ont soustrait à la Shoah, à l'Holocauste, des enfants, des dizaines, des centaines d'enfants. Et ce rôle est à peine évoqué. Je l'ai trouvé un jour dans une arrière-cour. Il y avait une petite plaque en honneur de Paul et Marcel Vergara. Je ne sais même pas si Marcel Guillemot, dont le rôle était très peu documenté, était mentionné. Et je me suis dit, c'est pas possible, on doit faire quelque chose. Et donc on a beaucoup travaillé pour faire surgir un peu cette histoire des protestants. Et je pense d'ailleurs fondamentalement que si les protestants ont été des grands résistants, ce ne sont pas les seuls, mais s'ils l'ont été de manière aussi importante, c'est sans doute lié à l'histoire aussi des persécutions qu'ils avaient subies. Et parfois, vous savez, ça enjambe des siècles de persécutions. Et je suis persuadé qu'il y a un rapport entre la Saint-Barthélemy et le rôle de protection de ceux qui sont des justes parmi les nations, puisque tous les 4 personnages que j'ai cités sont des justes parmi les nations, reconnus par, vous savez, l'Institut Yad Vashem pour avoir sauvé des jeunes, en l'occurrence des enfants juifs. Et donc j'ai souhaité leur donner une place, et c'est chose faite, puisque nous avons une place Paul et Marcel Vergara, rue Saint-Honoré, au croisement de l'Arbre Sec, que nous avons une école qui porte le nom de Suzanne Spaak, et que nous avons une école qui porte le nom de Marcel Guillemot. Et j'ai à cœur de continuer à mieux faire connaître l'histoire protestante, qui est une histoire de persécution, une histoire d'héroïsme, puis aussi une histoire d'incroyable réflexion intellectuelle qui fait partie intégrale de l'histoire de Paris. Eh ben, on va finir là-dessus, alors, pour Fréquence Protestante, cette petite attention justement au protestantisme, et effectivement, j'imagine aussi sur tout ce travail de mémoire qui est plus vaste aussi que simplement justement cette période-là, mais qui est très importante. Est-ce que peut-être une dernière question, est-ce que c'est justement aujourd'hui, vous avez l'impression que le travail de mémoire, il est encore plus important, notamment sur la question de la Shoah, ou en fait c'est quelque chose qui n'est pas non plus trop remis en cause? Évidemment, le cœur de Paris, alors que les derniers survivants qui peuvent raconter encore une histoire qu'ils ont vécue, sont plus qu'une poignée. Et d'ailleurs, nous avons nommé un jardin Ginette Kolinka, en fêtant ses 101 ans récemment dans ce jardin. Voilà, des Ginette Kolinka, il en reste quoi, une dizaine peut-être en France. Je crois qu'on est dans un moment extrêmement important de l'histoire, dans lequel il n'y aura plus de témoins directs, et il y a une certaine urgence à avoir des Ginette Kolinka ou des enregistrements pour la jeune génération, et je me félicite de ce que les collégiens qui ont été là pour cette cérémonie pourront dans 50 ans raconter à leurs enfants ou leurs petits-enfants qu'ils ont vu une survivante de la Shoah. Mais ça rend d'autant plus important de continuer ce travail de mémoire. La Shoah, c'est un des moments de l'histoire, un des moments peut-être les plus paroxystiques et les plus traumatiques de l'histoire parisienne, mais je vous dis, on a établi par exemple un lien entre d'autres massacres, ceux de la Saint-Barthélemy, les massacres, les guerres de religion, dont on a oublié l'aspect extraordinairement meurtrier. Et elles font partie intégrale de l'histoire, et je pense que Paris, c'est ça aussi, c'est de donner, c'est de dévoiler cette histoire qui est à chaque pas, pratiquement, en tout cas dans le centre de Paris, vous avez à chaque pas des pans entiers d'histoire, de l'histoire de France, de l'histoire du monde, qui sont là,
inscrits sous vos pas, et je crois que c'est important de les faire surgir. Mais ça fait partie peut-être de cette idée aussi d'avoir une ville musée sans justement la stopper, mais voilà, des histoires, des plaques aussi qu'on voit un peu partout. Eh bien, l'interview touche à sa fin. Merci beaucoup Ariel Weil pour votre temps et ces explications sur Fréquence Protestante. Je préviens juste les auditeurs et auditrices, je vous rappelle que cette interview est à retrouver sur fréquenceprotestante.com, sur les plateformes d'écoute et aussi sur YouTube en vidéo, sur la chaîne de Fréquence Protestante. Merci beaucoup Ariel Weil. Merci beaucoup à vous. La Grâce matinale, spéciale élection municipale, l'interview politique.